Max et vous les footeux et bienvenue, vidéo très spéciale aujourd'hui puisqu'on va pas parler d'un joueur, d'une épopée, d'une équipe, d'une coupe du monde ou d'un euro ou je ne sais quoi. C'est une vidéo qui va être entièrement dédiée aux questions que vous m'avez posées. C'est la première fois sur cette chaîne qu'on fait ce format, j'en avais fait un sur la chaîne précédente. Car oui, pour ceux qui ne savaient pas, avant il y avait déjà une chaîne qui s'appelait Max de Foot. Je vais vous expliquer tout ça, mais d'avance, je vous préviens, j'ai reçu plus de 100 questions au total. Bon, il y en a quelques-unes qui se répètent, donc déjà on peut réduire un petit peu le flow, mais j'ai une liste d'à peu près 72 questions. Donc on a du boulot, je sais même pas si je vais pouvoir aborder toutes les questions dans cette vidéo, on verra au montage comment ça va se faire. Mais en tout cas, très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, et tout de suite, la foire aux questions. Ça y est, les grandes compétitions sont de retour cette semaine avec notamment PSG Atalanta ou encore Real Madrid OM. Mais si vous voyagez à l'étranger et pour ne manquer aucun match de vos clubs préférés, vous aurez besoin d'un VPN Sport, une solution proposée par le sponsor officiel de cette vidéo, CyberGhost, l'un des VPN les plus recommandés par Trustpilot. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité en ligne. Son réseau virtuel privé masque votre adresse IP, où que vous soyez, et avec des serveurs présents dans plus de 100 pays. CyberGhost redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé, si bien que vous pourrez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané, avec un accès sans restriction à vos plateformes de streaming favorites, ou bien regarder des programmes qui ne sont pas accessibles dans votre pays, que ce soit à la télé, ou même du contenu internet comme YouTube, qui n'est pas le même selon l'endroit où vous êtes. Avec CyberGhost, vous n'avez plus ce problème, et ce sans que vos données personnelles ne soient conservées via une interface conviviale, facile à utiliser et compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux et les consoles de jeux. Grâce à ce partenariat avec la chaîne, en cliquant sur le lien dans la description ou sur le QR code juste ici, vous obtiendrez un rabais de 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois gratuits, une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et le support technique en ligne 24 heures sur 24 seront là pour vous accompagner. Alors n'hésitez plus et profitez de l'offre CyberGhost. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alors, première question de Don Simon qui me demande « Salut Max, salut à toi mon ami, pourrais-tu nous faire une présentation de toi-même, nom, âge, situation actuelle, lien avec le foot, numéro de téléphone, etc. » Bon, je m'appelle Maxime, j'ai 36 ans, je suis né en 89, et je suis originaire de Normandie, j'ai grandi dans le 61. Alors, mon lien avec le foot, disons que c'était pas gagné d'avance parce que mes parents sont pas des grands fans de football, enfin ma mère un petit peu plus, mais mon père pas du tout. Et pourtant j'ai eu la chance que mes parents soient abonnés dans les années 90 à Canal+. Une grande chance parce que eux ils regardaient les films, mais pas du tout le sport. Et moi, forcément, je zappais un peu la télévision et je suis tombé sur le foot parce que sur Canal, il y en a toujours eu du football. À l'époque, ils diffusaient évidemment la Ligue 1, mais aussi les championnats étrangers, dont la Première Ligue. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce championnat, je trouvais ça fascinant d'avoir les tribunes extrêmement près du terrain, ce qu'on n'avait pas en France en tout cas à l'époque. Et il y avait cette équipe un peu de Frenchie qui jouait en Angleterre avec un maillot rouge aux manches blanches, Arsenal. Voilà, j'ai tout de suite adoré ce club. Comment es-tu devenu supporter d'Arsenal et pourquoi tu habites en Angleterre? Tout de suite, dès que j'ai regardé le foot à la fin des années 90, je suis vraiment tombé amoureux de cette équipe, déjà parce qu'elle a réalisé le doublé en 98, une année un petit peu spéciale quand on est français et fan de football. À l'époque, c'était le milieu de terrain Vieira-Petit qui était indéboulonnable, et surtout cet entraîneur extrêmement intelligent, en l'occurrence Arsène Wenger, qui vraiment révolutionnait le championnat anglais à ce moment-là, alors qu'Alex Ferguson était quasiment en situation d'hégémonie avec Manchester United. Et donc oui, je peux vous dire qu'en Angleterre, ils ont senti la vague passer. Et tout de suite, j'ai aimé cette équipe d'Arsenal, déjà parce qu'ils avaient un maillot qu'on reconnaît très bien, mais aussi parce qu'il y avait une certaine folie, une certaine insouciance, une certaine fougue. Comme s'ils avaient cette position d'outsider qui dérangeait toujours les gros. Et moi, j'aime ça. J'aime les clubs, ou même les joueurs, qui sont pas forcément vus comme effrayants au départ, mais qui peuvent se dépasser dans les moments importants et accomplir de très grandes choses. C'est un petit peu le courage des hobbits, c'est-à-dire qu'ils sont tout petits, mais rien ne les arrête. Donc ensuite, j'ai étudié au Mans les langues étrangères appliquées, jusqu'en 2012, donc j'ai fait licence et master, et dans le master, il y avait une possibilité de partir à l'étranger. Devinez où je voulais partir? En Angleterre, parce que j'avais envie de faire un petit peu mon pèlerinage et voir Arsenal. Donc je dois dire que ça a grandement influencé le reste de ma vie, mais je dois dire aussi que j'aime beaucoup la culture en Angleterre. Je trouve qu'il y a une certaine gentillesse, une certaine classe, une certaine élégance qu'on ne retrouve pas en France. J'adore leur stoïcisme, vraiment ils ne reculent devant rien.
Dès qu'il y a un malheur qui arrive, ils sont pas là en train de s'énerver comme les Français tout le temps. C'est un petit peu exaspérant à force, mais en Angleterre, ils sont très différents à ce niveau-là. Alors je vous rassure, hein, il y a des trucs abominables en Angleterre qu'il n'y a pas en France. Et inversement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le meilleur des deux cultures et on s'adapte. Mais oui, au départ, j'adorais vivre en Angleterre. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Si j'avais à choisir entre l'Angleterre et la France aujourd'hui, clairement, je resterai en France. Mais j'habite en Angleterre depuis 2012 maintenant, donc oui, ça fait 13 ans, ça passe très très vite. Et les choses ont beaucoup changé ici, et pas forcément bien. Et au départ, les opportunités travail étaient très bonnes en Angleterre, parce qu'en France, j'ai l'impression que si on n'a pas un diplôme d'une université très renommée, ou si on ne sait pas dès le départ ce qu'on veut faire comme métier, on est un peu paumé. C'était mon cas. Et en Angleterre, c'est le contraire. Ils ne regardent pas forcément le diplôme. Ils vont regarder l'expérience, ils vont toujours te donner ta chance. C'est une société qui est très méritocratique. Et aussi, ce que j'aime chez les Anglais, c'est qu'ils ne te jugent pas. Ils vont pas avoir d'a priori, ils vont pas te prendre de haut. Si tu as un accent, c'est pas grave. De toute manière, en Angleterre, dès que tu fais 50 km, il y a un autre accent. Si tu fais encore 100 km, il y aura un autre accent. C'est pas comme en France, ça n'a rien à voir. Les gens t'accueillent comme tu es et ils t'aiment comme tu es. Et ça, j'ai vraiment adoré, et c'est ce qui m'a poussé à rester depuis 13 ans maintenant. Donc de 2012 à 2020, j'ai fait pas mal de jobs de service clientèle, hein, voilà. J'avoue que je me cherchais encore à ce moment-là. Et puis est arrivé il y a 5 ans la pandémie de Covid, et puis j'ai eu un gros souci juste avant le confinement. J'ai été licencié économiquement. Toute mon équipe, on était une équipe de 11, on a tous été licenciés. Et 2 semaines après, il y a eu le confinement. Donc autant vous dire que j'ai été pendant 5 ou 6 mois sans aucun travail. Alors heureusement, j'étais marié, j'avais ma femme qui pouvait nous aider à tenir un petit peu, mais pas très longtemps, parce que pendant le confinement, personne ne recrutait. Il y avait très très peu d'offres. Donc c'était très compliqué mentalement, mais ça m'a permis aussi de remettre toutes les choses en perspective, et surtout de me poser les bonnes questions, en me disant, ok, Max, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Parce que j'ai pas vraiment de projet professionnel, je sais pas trop ce que je veux faire après le confinement. Est-ce que j'ai envie de repartir au travail? Non. Mais en même temps, j'ai besoin d'argent, donc qu'est-ce que je fais? Donc je me suis dit, ok, t'aimes le foot depuis toujours, et tu aimes faire le montage vidéo de tes vacances. Quel est le moyen de lier les deux? Et c'est là que ma femme est entrée en jeu, et elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube? Et là, je me suis dit, mais hors de question, une chaîne YouTube en montrant ma tête ou pas? Déjà que je déteste ma voix lorsque je l'entends sur un enregistrement, sur un film ou un truc comme ça. Mais faire une chaîne YouTube, c'était une abomination. Déjà, j'aime pas ma tête, j'ai pas confiance en moi, je suis introverti. Qu'est-ce que je vais faire sur une chaîne YouTube? Enfin, c'est pas moi, quoi. Et cette histoire s'est terminée en dispute, et ma femme m'a poussé vraiment à faire cette chaîne YouTube. J'ai quitté presque sur le champ l'appartement, un petit peu en claquant la porte, en essayant de réfléchir à ma situation. Donc, j'ai marché pendant très longtemps, et je me suis dit, bon, ok, je vais faire cette chaîne YouTube. Je sais pas comment je vais faire parce que j'y connais rien. Je connais rien dans YouTube, je connais pas du tout cette histoire d'algorithme, de thumbnail, de miniature, de pub, etc., de monétisation, j'y comprends rien du tout. Mais comme on était en confinement, on avait du temps à tuer, et comme j'avais pas de travail, j'avais encore plus de temps à tuer. Donc je me suis éduqué. Pendant un mois, je n'ai regardé que des vidéos pour savoir comment créer une chaîne YouTube, comment utiliser tous les outils, comment tout fonctionne, quel est le format idéal, combien de temps doit durer une vidéo, quelle est l'accroche qu'on doit utiliser, enfin voilà. Pendant un mois, j'ai fait que ça. Et forcément, en essayant de trouver ma voie, j'ai cherché l'inspiration. Donc j'ai reçu beaucoup cette question, comment t'es venu l'envie de te lancer sur YouTube, de qui t'inspires-tu, qui t'a donné envie de te lancer? La réponse c'est ma femme. De qui je m'inspire? Il y en avait un à l'époque en 2020 qui était absolument incroyable. Vous le connaissez tous, c'est le dénommé Willou, qui avait à peine plus de 100 000 abonnés à l'époque. Aujourd'hui, il en a plus d'1 million, c'est incroyable. Et j'ai adoré son style, mais en même temps, c'est pas pour être arrogant ou quoi que ce soit, mais lorsque je le regardais, je me disais, c'est vrai qu'il fait des super vidéos, mais sur certains sujets, peut-être sur certains formats, je dis pas que je peux faire mieux, mais je peux peut-être au moins me hisser à son niveau. C'était effectivement très présomptueux de ma part, parce que mes premières vidéos, j'étais très très loin de ce qu'il pouvait faire lui-même. Mais je me disais, avec le temps, peut-être que je peux m'éduquer, et peut-être que, sans arriver à son niveau, je peux trouver ma voie, sans le copier, mais en apportant quelque chose que lui ne peut pas apporter, parce qu'une chaîne YouTube, c'est quand même très personnel. C'est quelque chose qui doit refléter votre caractère. Des personnes, enfin je veux dire des youtubeurs qui ne sont pas eux-mêmes,
et qui sont complètement différents dans la vie de tous les jours, ça se voit direct. Il faut pas se prendre pour un autre. Il faut pas essayer de copier un autre, parce que ça va se voir déjà de 1. Et de 2, le résultat va pas être bon, parce que c'est pas vous. Et une chaîne YouTube, ça doit vous représenter vous. C'est très très important. C'est très bien que des gens vous conseillent sur des petits détails, et il faut les prendre, il faut les écouter. Mais d'un autre côté, si vous jouez un rôle sur YouTube et que vous êtes une personnalité complètement différente en dehors, ça va pas être sincère, ça va pas être authentique, et surtout les gens vont le voir au bout d'un moment. Alors, j'ai beaucoup évolué dans mes formats de vidéos, c'est clair, parce qu'au départ, je me cherchais. Certes, dans l'écriture, dans le storytelling, j'ai pas mal évolué, et c'est en bien, je pense, mais dans le fond, j'ai pas changé. Et j'ai jamais voulu changer, parce que dès le départ, j'étais moi-même, et j'ai choisi d'être moi-même. Je voulais fournir un contenu éducatif où moi aussi je m'éduque. Parce que ne croyez pas que tout ce que je vous raconte dans les vidéos, je le savais d'avance. Pas du tout. Je pense même que j'ai jamais autant appris sur le foot depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc tout ça s'est passé en 2020, et au départ, forcément, je monétisais pas la chaîne, donc je travaillais un petit peu gratuitement, avec des vidéos au départ qui faisaient... je sais pas, tout au plus 40, 50, 60 vues. Donc c'est un peu comme si je parlais seul à une caméra et que personne ne me regardait, tout le monde s'en fichait, et bon. Je savais que ça allait prendre du temps, mais que si un jour, peut-être d'ici les 5, 6, voire 10, 20 prochaines années, je regarde en arrière et je me dis que ça valait le coup, pourquoi pas. Même si ces vidéos faisaient 40 ou 50 vues, je me disais qu'un jour elles pourraient peut-être faire 10 000 vues, hein, voilà, soyons fous, 10 000 vues. Bien évidemment, les mois suivants ont été une grande surprise. Donc j'ai obtenu les 1000 premiers abonnés 8 mois après la fondation de la chaîne. Alors la chaîne, je l'ai fondée en mai 2020. Vers janvier, ouais c'est ça, janvier 2021, j'ai obtenu les 1000 premiers abonnés. Et à un moment donné, j'ai fait cette vidéo sur l'Inter Milan de Mourinho, qui a été un changement radical pour la chaîne et même pour ma vie. Puisque le lendemain de la publication, j'ai fait 10 000 vues. Et surtout, j'ai pris 2000 abonnés supplémentaires. Le jour suivant, encore 1000 abonnés. Le jour suivant, encore 1000, et ainsi de suite. C'était exponentiel, si bien qu'en un mois, tout au plus, je suis passé de 1000 à 30 000 abonnés. C'était effrayant. Même moi, à un moment donné, j'ai arrêté de faire des vidéos pendant 2 semaines parce que je me suis dit, oula, attends, je suis devenu fou. Je me suis dit, c'est incroyable. Et surtout, c'était une émotion extraordinaire de voir que, en lisant les commentaires, les gens apprécient mon travail. Je me dis, mais je n'ai pourtant pas révolutionné le foot ou le YouTube. Je raconte juste des histoires de faits réels, de faits qui se sont vraiment déroulés. Mais ouais, il se trouve que les gens appréciaient mes analyses. Donc je me suis dit, ok, ça m'encourage. Donc j'ai gardé mon travail à côté pendant 2 ans. J'ai changé de travail entre temps, mais pendant 2 ans jusqu'en 2022, j'ai gardé un travail à côté, donc toujours dans le service clientèle. Et au bout d'un moment, je gagnais plus d'argent à faire des vidéos sur YouTube qu'en faisant mon travail. Donc la question est venue, est-ce que je dois démissionner de mon travail pour me consacrer uniquement à YouTube? Je vous avoue qu'au départ j'ai eu très très peur, mais avec le temps je me suis dit, tu sais quoi, dans la vie il faut prendre des risques, il faut prendre son courage à 2 mains et il faut se lancer. Donc c'est ce que j'ai fait. En juin 2022, j'ai démissionné de mon travail et je me suis lancé à plein temps sur YouTube. Et j'avais à ce moment-là 170 000 abonnés sur ma première chaîne. Donc ça se passait très très bien. Mais quelque part, il fallait faire attention parce que si vous faites de votre passion votre métier, il ne faut pas que ça devienne une idole. Et je dois vous avouer que c'est devenu un peu une idole. Et par la suite, comme un clin d'œil du destin, j'ai eu un très gros souci en 2023 avec la perte de ma première chaîne pour des raisons d'image de l'UEFA et de la FIFA qui étaient trop utilisées selon eux. J'avais quand même 266 000 abonnés sur ma première chaîne. Et tout ça m'est arrivé en 8 jours. Donc ça a été très très dur, mais ça a été un énorme challenge dans ma vie. Question de SR, bonjour Max, obligé de te demander, mais comment ça va? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre avec la nouvelle chaîne? Tu travailles encore à côté, encore désolé pour l'ancienne. Forcément, dès que j'ai perdu la première chaîne, mon réflexe immédiat, c'était de retrouver un travail. Alors, très déprimant parce que j'étais en train de faire le boulot de mes rêves, c'est-à-dire travailler à plein temps à faire des vidéos de foot sur YouTube. Mais ouais, j'ai dû repartir à mon travail. Et ouais, grosse déprime. Voilà, je me suis fait à l'idée que même si dans ma tête, je me disais que cette ancienne chaîne allait revenir, je savais que j'allais jamais la revoir. Et qu'il fallait repartir pas complètement de zéro parce que j'avais quand même une communauté extraordinaire qui était là dès le départ. Donc j'ai recréé une nouvelle chaîne en faisant attention cette fois
aux images. Et dès le départ, j'ai eu 15 000 abonnés. Donc un petit cocon très très fidèle de footeux qui était là pour me soutenir de ce moment très difficile. En plus, j'ai perdu cette chaîne au moment où je devais payer mes impôts. Et j'étais un peu ric-rac au niveau des chiffres. Et je comptais sur les 2-3 derniers mois pour faire de l'argent et payer mes impôts à l'échéance prévue à la fin de l'année financière. Et j'avais pas d'argent. Voilà, tout simplement. Donc il fallait que je reparte au travail, mais en même temps que je fasse cette nouvelle chaîne très rapidement, que je la monétise pour pouvoir m'aider à faire de l'argent. Mais je devais également trouver les fonds nécessaires pour pouvoir payer mon échéance. Et c'est là que j'ai ouvert ma cagnotte Litchi. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont aidé à pouvoir payer mon année financière. C'était donc début 2024. Et grâce à la cagnotte Litchi, j'ai pu récolter 3 000 €. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit les fouteux, mais je vous le dis maintenant, merci. Merci du fond du cœur de m'avoir soutenu. Mais à partir du moment où je me suis lancé sur la nouvelle chaîne, je me suis dit, ok, c'est un nouveau départ. Si il fallait que je passe par là, voilà, le hasard n'existe pas. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je pense que chaque chose vous arrive pour une raison. Vous ne la comprenez pas au départ, mais avec le recul, vous finirez par comprendre. Écoutez votre cœur, priez si vous êtes chrétien comme moi. Et depuis, j'ai compris. J'ai compris que la première chaîne, je la considérais vraiment comme une idole. Et il y avait une certaine forme d'arrogance qui grandissait en moi. Donc j'ai dû me poser les bonnes questions, être intègre, retrouver cette forme d'intégrité et de modestie qui m'avait toujours caractérisé avant que je fasse cette première chaîne. Et avec la deuxième, j'ai appris de mes erreurs, j'ai continué à avancer et j'ai pas désespéré. Mais oui, je vous avoue qu'il y a eu des moments très 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 difficiles. En plus, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc les larmes ont coulé, ça c'est clair. Mais depuis, ça va beaucoup mieux, même si évidemment, encore aujourd'hui, je subis les impacts de cette perte de la première chaîne, puisque je travaille toujours à côté. Voilà, j'ai tellement été marqué mentalement par ça, que je n'ose plus démissionner de mon travail, et c'est pour ça que je ne publie plus de vidéos aussi régulièrement que vous le souhaiteriez, et que je le souhaiterais. Mais voilà, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement été stressé, je peux vous dire que vous les voyez peut-être pas là, mais j'ai des cheveux blancs, comme jamais j'en ai eu avant. Je suis pas à plaindre, hein. Il y en a qui connaissent une vie bien pire que la mienne. Mais je vous jure que lorsque vous construisez un truc de A à Z et que vous perdez tout en une semaine, ça fait mal, ça fait peur surtout. Mais voilà. Et ce qui est dur aussi, et je le vois dans une des questions d'ailleurs que je reçois là de la part de Pablo Médard. Salut Max, j'aime beaucoup ton contenu et je te suis depuis ta première vidéo sur Pushcas et je me demandais si tu allais continuer la chaîne Un Max de Sport. Et aussi j'aimerais te demander comment as-tu réussi à rebondir face à la suppression de ta première chaîne et à toutes les heures de travail parties en fumée. Merci encore pour tout ton contenu d'immense qualité. Merci beaucoup à toi mon ami. Alors, juste avant la perte de la première chaîne, j'avais créé une chaîne Un Max de Sport. Et normalement, vu qu'elle était créée sur le même compte que Un Max de Foot, elle aurait dû être supprimée aussi. J'ai contacté YouTube parce qu'ils ne l'ont pas supprimée, mais le problème c'est que j'ai plus accès à cette chaîne. Et ils me disent non. Je dis comment ça non? Et ils me disent non, on peut pas la supprimer, mais en même temps tu peux pas avoir accès. C'est n'importe quoi. Vous savez, lorsque vous perdez tous vos abonnés, les sponsors partent aussi. Les gens commencent à dire des mensonges sur votre situation, à supposer des choses qui sont évidemment complètement fausses. Enfin, c'est un enfer. Mais ce qui était très dur aussi, c'est que on me disait, à l'époque où je recommençais la chaîne, donc j'étais sur la deuxième chaîne, j'avais pas encore beaucoup de contenu, et on me disait, ouais, toi là, le Barcelonais, pourquoi tu fais pas de vidéos sur le Real? Alors que j'avais fait plein de vidéos sur le Real sur la première chaîne. Et je pouvais pas leur répondre. Parce que j'avais rien pour appuyer mon argument. Et ça, c'était très dur. Ça, c'est un exemple. Mais voilà, en plus, on me traite de Barcelonais alors que je suis fan d'Arsenal. Bon, je vous épargne toutes les calomnies auxquelles j'ai dû faire face. Et encore, à mon niveau, je suis pas à plaindre. J'ai une communauté dans l'ensemble très bienveillante. Et puis, s'il y a des abrutis, vous savez, le bouton masqué marche très bien sur YouTube. Et c'est ce qu'il faut faire. Au départ, j'étais naïf. Je me suis dit... bon, je vais essayer de raisonner avec eux. Avec quelques-uns, j'ai réussi, mais avec 90% d'entre eux,
vous vous rendez compte qu'en fait ils sont pas là pour vous parler, ils sont juste là pour vous insulter, et que ça sert à rien de perdre votre temps à essayer de discuter avec eux parce qu'ils peuvent pas discuter, ils ne veulent pas discuter. Faut pas vous faire de mal. Honnêtement, vous perdrez du temps de votre vie à faire ça. Donc pour répondre à la question de Pablo Médard, la chaîne Amax de Sport pour l'instant, elle est en suspens, j'y ai pas accès. Je sais pas encore si je vais faire une autre chaîne Amax de Sport, Amax de Sport. Je vais voir, je sais pas. Voilà. En tout cas, ça fournit du contexte un petit peu pour ceux qui sont arrivés sur la deuxième chaîne et qui ne me connaissaient pas encore de la première chaîne. Voilà en gros ce qui m'est arrivé, comme ça vous savez tout. Question d'Anthony et Laetitia qui me demande: quand tu as perdu ta chaîne, tu t'es senti comment? Très mal, hein, comme vous pouvez vous douter. Tu as fait quoi quand tu l'as perdu? Je suis reparti au travail, comme j'ai dit. Est-ce que tu ne veux pas faire certaines vidéos par peur de perdre ta chaîne? Évidemment. Évidemment. Y a une vidéo en particulier où j'ai pris une strike sur la première chaîne et une autre strike sur la deuxième. Bon, depuis, elle s'est évaporée et maintenant, j'en ai plus du tout en suspens. Mais il est clair que, sans vous dire le sujet, il y en a certains que je ne republierai jamais. Parce que le sujet même porte sur un match en particulier. Et si je fais toute une vidéo sur tout un match, ça pour les organisations du football, ça passe pas. Question de Maxence Gaudron. Salut Max, est-ce que tu as la possibilité de récupérer toutes les vidéos de ton ancienne chaîne? Sinon, continue comme ça. Merci à toi Maxence. Alors, j'ai récupéré quasiment tout, mais il y en a encore qui me manquent. Et là les footeux, je vais avoir besoin de vous et je lance un appel. Donc dans un premier temps, voici la liste des vidéos que j'avais sur la première chaîne et que je n'ai pas encore republiées. Alors il y en a certaines que je vais devoir totalement remasteriser parce que j'avais un ancien micro et le son marchait pas très bien. Et ensuite, et là c'est très important les footeux, cette liste là, c'est la liste des vidéos que j'avais sur l'ancienne chaîne et que je n'ai pas pu récupérer malheureusement, pour une raison très bête, c'est que je les avais mis sur un disque dur. Un jour il est tombé et paf, j'ai perdu la plupart de mes vidéos. Mais fort heureusement, grâce à ma communauté extraordinaire, et je vous remercie encore pour ça les footeux, j'ai pu en récupérer pas mal, notamment une bonne partie de la série sur l'équipe de France que j'avais perdue. Ouais, en plus de ma chaîne, j'avais perdu des vidéos que j'avais pas pu conserver à cause d'un disque dur pété. Et ouais, là, c'était encore plus dur, quoi. Parce que je me dis, mais j'ai passé des heures et des heures là-dessus et j'ai pas envie de les refaire, quoi. Donc, grâce à vous, j'ai pu en récupérer, mais pas tout. Donc ça, c'est la liste des vidéos que j'avais faites sur l'ancienne chaîne et que je n'ai pas pu récupérer. Donc il y a 3 épisodes d'une série sur Manchester City, Leicester 2016, le Dortmund de Klopp, Chelsea en 2012, la Turquie en 2002, le Milan de Sacchi et le Milan d'Ancelotti. Donc, si parmi vous les footeux, car je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont téléchargé mes vidéos, s'il y en a parmi vous qui les ont en stock, j'accepte du 720p, même du 1080p. Si vous avez du 4K, alors là, c'est le top. Donc voilà, les footeux, si vous les avez, je peux vous faire cette promesse. Déjà, je vous créditerai si vous en avez envie dans ma description. Et surtout, je vous promets, c'est une promesse que je vous fais, de les republier instantanément. Je vous fais vraiment cette demande. Si vous les avez, allez-y, parce que j'ai passé du temps sur ces sujets et j'ai pas envie de les refaire. Je sais que ça m'exaspère beaucoup de dire « Ah, encore un ancien sujet, encore une ancienne vidéo, t'en as pas marre et tout. » Excusez-moi d'avoir perdu une chaîne, les gars. J'ai passé du temps sur ces vidéos, c'est normal que je les republie. Et en plus, je les ai remasterisées, de façon à ce que ce soit adapté avec les outils et peut-être la clairvoyance que j'ai aujourd'hui, que j'avais pas à l'époque où je les ai publiés la première fois. Donc, question de Goat Curio. Salut Max, est-ce que tu arrives à vivre de YouTube aujourd'hui? Alors, j'arriverai à en vivre, mais comme je vous l'ai dit, je préfère garder un travail à côté, quitte à publier moins de vidéos, mais au moins être assuré que je ne vais pas me retrouver dans une situation où j'ai plus d'argent. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis largement rétabli, ça va beaucoup mieux. J'arrive à partir en vacances aussi à côté, donc c'est top. Mais ça veut dire aussi moins de vidéos, malheureusement. Allez, on passe à autre chose, et notamment à cette question qui est revenue énormément de fois. Combien de temps ça te met en moyenne pour réaliser un épisode d'Amax de foot? Alors ça dépend. Si je fais une vidéo culture foot où je parle d'un format, d'une compétition, notamment lorsque j'avais fait les vidéos sur les trêves internationales, là c'est mon avis, donc tout est dans la tête et ça vient très vite. En même temps je m'informe ici et là, histoire que je dise pas trop de bêtises. Mais ça c'est des vidéos assez rapides, donc on va dire une journée voire 2 pour l'écriture, une autre journée pour le tournage et la segmentation, là où je bafouille, et je suis un gars qui bafouille beaucoup, donc voilà. Et puis après, c'est tout ce qui est montage. Donc on va dire une vidéo comme ça met 4 jours à peu près.
Si je fais un débrief, parce que ça m'est arrivé de faire des débriefs beaucoup plus sur l'ancienne chaîne que sur la nouvelle, et il n'y a pas forcément besoin de montage, il n'y a même pas besoin de montage du tout. Donc là, en une nuit, tout est fait. Et après les vidéos sur les équipes, sur les épopées, alors là, c'est les plus longues. Et ça dépend vraiment de la longueur de la vidéo. Donc si elle fait 10 minutes, 10-15 minutes, on va dire que entre l'écriture, qui prend du temps, c'est le moment que je préfère d'ailleurs, c'est écrire. Là, ça prend 2-3 jours, des fois ça prend une semaine si c'est un très gros sujet et une très longue vidéo, comme celle du Paris Saint-Germain que j'ai faite là récemment. Ensuite, l'enregistrement, qui peut prendre plusieurs enregistrements, sur plusieurs jours parfois, la segmentation des vidéos, et ensuite le montage, et ensuite trouver les musiques, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, sur une vidéo de 15-20 minutes, ça peut prendre une bonne semaine, j'ai envie de dire. Si je suis à plein temps, en 3-4 jours, je peux le faire. Là, en ce moment, je mets une semaine et demie à peu près, donc déjà, je peux pas publier plus d'une vidéo par semaine, c'est plus possible. Et pour les vidéos très très longues, type PSG 2025 ou France 98, alors France 98 à l'époque, j'étais à plein temps sur YouTube, et j'ai quand même mis 2 semaines à faire la vidéo. Et là, je travaille à côté, et j'ai fait la vidéo sur le PSG 2025 qui a duré presque 50 minutes. Celle-là, j'ai mis à peu près 1 mois. D'ailleurs, c'est marrant, lorsque j'ai laissé mon message en disant, voilà, il me faut un peu plus de temps pour publier les vidéos, les gens ont assumé que j'étais en vacances. Alors c'est vrai que je me suis reposé beaucoup parce que j'avais besoin, j'étais en train de péter un câble au bout d'un moment, mais j'étais pas du tout en vacances, non, j'étais en train de travailler à fond sur cette vidéo et surtout prendre mon temps. Je suis pas quelqu'un qui veut publier une vidéo bâclée parce que je veux m'en vouloir, et surtout ces vidéos-là, la plupart des vidéos que je publie sont intemporelles, donc si elles restent là 3 ans, 4 ans et qu'elles sont encore bâclées, je m'en voudrais beaucoup. Et j'ai d'ailleurs une question de Hugo qui me demande: est-ce qu'en vivant en Angleterre, le point de vue du foot français est-il aussi cliché qu'on le pense, outre le surnom Farmers League, ou ça concerne les autres championnats? As-tu un joueur actuel, ancien, qui t'a déjà contacté après avoir fait une épopée? Alors non, personne ne m'a jamais contacté parmi les joueurs ou les dirigeants. Alors il y a des personnes parmi mes abonnés qui connaissent des joueurs, et je sais qu'il y en a certains qui ont vu mes vidéos, donc là-dessus je suis très très content, mais non, on ne m'a jamais contacté personnellement. Et alors pour revenir à la première question, le point de vue du football français est-il aussi cliché qu'on le pense en Angleterre? Ah oui. Ah oui, les Anglais, ils nous surnomment encore Farmers League. Alors cette année, en 2025, un peu moins, parce qu'on a un club français, en l'occurrence le Paris Saint-Germain, qui a remporté la Ligue des Champions en mettant une pâtée à tous les clubs anglais. Donc là, le surnom Farmers League, on l'entend plus trop cette année, mais attendez 2-3 ans, vous allez voir, ça va revenir. Mais oui, un Anglais supporter de foot, lambda, ne va regarder quasiment que la Première Ligue et la Champions League. À moins que il y a un joueur extraordinaire dans un autre championnat, en l'occurrence c'est souvent dans la Liga. À l'époque, il y avait Messi et Ronaldo. Ils regardaient les classicos, mais très peu. Ce qui compte avant tout pour eux, c'est la Première Ligue. Et en même temps, on va pas dire le contraire, ils sont très bien nourris à ce niveau-là. Ils ont un championnat qui est peut-être pas le meilleur du monde aujourd'hui, qu'il était à une époque, peut-être plus maintenant, mais qui reste quand même très spectaculaire. Donc on peut pas vraiment leur en vouloir d'être chauvin et de se fixer uniquement sur leur championnat, parce qu'il est quand même très bon. Salut Max, quelles sont les musiques que tu utilises dans tes vidéos? Sinon, bonne continuation, j'espère que cette chaîne continuera à grandir. Alors, la plupart des musiques que je mets dans mes vidéos doivent avoir des crédits, donc je les mets dans la description. Il devrait tout y avoir, normalement. Il y a beaucoup de musique un petit peu hip-hop old school des années 90. J'avoue que c'est un peu mon délire. Comment je les ai trouvées? Écoutez, on se débrouille. On trouve sur YouTube des musiques libres de droit. Et là-dessus, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas tricher ou mettre une musique très populaire, ou alors vous mettez 3 secondes. Et là, le Shazam de YouTube ne va pas vous prendre en compte. Si c'est 3 secondes, c'est bon. Mais si vous mettez 2-3 minutes d'une chanson avec des droits d'auteur, c'est mort. Vous allez vous faire bloquer. Donc je suis obligé de prendre que des musiques libres de droit. Et je continue à fouiller, encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que je recherche des musiques à la fois un peu hip-hop old school pour illustrer un propos, lorsque j'explique un format par exemple, mais lorsque je parle d'une épopée, ou voilà, j'essaie de mettre des émotions dans une épopée, là je prends plus des musiques épiques, et j'avoue que le fait d'être un grand fan de films de ce genre-là m'a beaucoup aidé et m'aide encore aujourd'hui dans la chaîne à procurer le plus d'émotions possible dans mes vidéos, parce que c'est ça le football, c'est un ensemble d'émotions qui vous procure un bonheur absolu lorsque votre équipe gagne. Question de Quentin McOldtown qui me demande: perso, j'aimerais savoir comment tu bosses et prépares ton sujet
Comment tu choisis l'angle d'attaque, la trame narrative, les choses que tu éludes, les musiques, comment tu montes, comment tu écris, bref, je crois que j'aimerais avoir un making-of. Ok. Comment je viens à choisir les sujets? La plupart, c'est des suggestions que vous me faites dans les commentaires. Alors, je vous avoue qu'au départ, lorsque je commençais la chaîne, j'avais absolument aucune idée des sujets que je voulais faire. Et puis, une fois que j'ai trouvé ma voie, là, j'ai eu plein d'inspiration. Et en plus, vous avez été très nombreux à me suggérer des vidéos, donc j'ai envie de vous dire que 90% des vidéos que je fais sont des suggestions. Et puis, les 10 autres pourcents, ce sont des sujets qui ne m'ont jamais été suggérés, mais que je tiens absolument à faire. Et ça, c'est très important, parce que c'est votre signature, quelque part, que vous mettez sur la chaîne. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est très important que cette chaîne représente votre personnalité. Mais si vous considérez que certains sujets ne sont pas forcément bons, même pas bons du tout, par rapport à la ligne directive que vous souhaitez donner à votre chaîne, mais vous prenez pas la tête, hein, vraiment, n'oubliez pas. Les abonnés ont fait que vous êtes là aujourd'hui, donc c'est important de leur donner le plus de place possible, avec, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, 90% des vidéos que vous voyez sur la chaîne sont des suggestions, mais il faut aussi que vous soyez heureux et que vous assumiez ce contenu. S'il y a des sujets pour vous qui vous paraissent totalement en dehors des clous, ne les faites pas. Voilà. Ça reste votre chaîne, n'oubliez pas. Les abonnés vous ont conduit là, mais c'est votre chaîne. C'est vous qui décidez. Et surtout, si y a un sujet auquel vous n'aviez pas pensé et que les abonnés vous ont convaincu, bah c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais il est important et même primordial que ce soit votre décision. Moi en tout cas, je n'ai jamais fait de vidéo et je ne ferai jamais de vidéo si je ne suis pas totalement convaincu que c'est un bon sujet. Même si au départ j'y ai pas pensé, même si au départ je ne voulais pas le faire, peut-être qu'avec le temps ça va changer. Exemple, Nice Now, je refusais de parler de ce sujet. C'est même une promesse que je me suis faite à moi-même, hein, lorsque j'ai commencé la première chaîne en 2020. Je ne voulais pas parler de ça, parce que c'est une publicité absolument immonde pour notre sport. Et puis avec le temps, les gens m'ont dit « Ouais, mais on a zéro contenu », et puis il y a pas mal de jeunes qui me disaient « Je ne comprends rien à cette période, je ne sais pas pourquoi on a fait grève, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Et là, je me suis dit « Ok ». Mais au final, c'était ma décision. C'est moi qui ai voulu faire ce sujet. Ce que je dis juste, c'est ne laissez pas les autres décider pour vous. Tout simplement. Max, est-ce que ton ancienne chaîne te manque? Non, plus maintenant. Elle me manquait avant, c'est clair. Mais sur la nouvelle chaîne, j'ai à peu près le même nombre de vidéos que j'avais sur l'ancienne. Certes avec beaucoup moins d'abonnés, puisque je suis à 145 000 abonnés au moment où je me tourne. J'en avais 266 000 sur l'ancienne chaîne, alors vous allez me dire où sont passés les autres? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas où sont passés tous les autres. Peut-être que c'est l'effet de nouveauté à l'époque qui faisait que c'était quelque chose de frais que j'apportais. En tout cas, en 2021, j'avais l'impression que c'était quelque chose de frais. Et en 2023, ça l'était peut-être un peu moins. Et si je me lançais aujourd'hui, ce serait encore plus difficile, je crois, parce qu'il y a eu une explosion des chaînes YouTube sur le football, en tout cas en France. Ce qui est une bonne chose, hein, mais plus on est nombreux, plus il y a de concurrence, et plus c'est difficile de sortir son épingle du jeu, je pense. Si bien qu'en relançant cette deuxième chaîne en octobre 2023, bah, j'ai eu plus de difficultés à me différencier, on va dire, parce que déjà, je republiais des anciennes vidéos que les gens avaient vues pour la plupart, en tout cas pour les fidèles. Il y en a, ils ont été incroyables, hein, parce qu'ils m'ont dit « Moi, je vais regarder 2 fois, 3 fois, 4 fois les vidéos juste pour te soutenir. » Merci les mecs, merci beaucoup. Mais je comprends que ce ne soit pas le cas de tous, hein, et que certains étaient un petit peu énervés de revoir le même sujet, je comprends, mais en même temps, excusez-moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu une chaîne. Donc l'ancienne chaîne, elle me manque pas particulièrement. En revanche, ouais, les un peu plus de 100 000 abonnés que j'avais sur l'ancienne chaîne et que j'ai pas aujourd'hui, ouais, il me manque. Et j'étais vraiment sur le point d'atteindre les 300 000 abonnés au moment où la première chaîne a fermé. Donc c'est clair que c'est un grand vide aujourd'hui qui résonne sur la nouvelle chaîne. Mais bon, c'est comme ça, on repartira, on mettra peut-être plus de temps, même beaucoup plus de temps que sur l'ancienne. Mais on y arrivera et on la dépassera, je le sais. Question de l'Arena Foot. Ah, un autre youtubeur que j'affectionne particulièrement. Comment tu juges ton évolution sur YouTube et quels sont les futurs grands projets que tu souhaites réaliser? Il y a plein de choses que j'aimerais faire sur la chaîne. La visite des stades en Europe, c'est une chose. En Europe, je dis bien. Et la prochaine étape, ce serait de visiter des stades en Amérique latine ou voilà, des stades qui ont fait rêver nos parents, nos grands-parents, notamment au Mexique, en Argentine, voilà, dans tous ces pays-là où il y a une culture foot qui est extraordinaire.
Question de Jean Barlet. Alors là, Jean, c'est un très grand fidèle à la chaîne. Je crois qu'il commente absolument toutes les vidéos que je fais. Donc merci à toi, Jean. Salut Max, pour parler de tes vidéos, as-tu prévu de faire des remasterisations, comme par exemple la SSE des années 70? Bien sûr que je vais la remasteriser celle-là. En plus, c'était la toute première série que j'avais fait sur l'ancienne chaîne. Donc celle-là, je vais la refaire complètement et je vais essayer de faire un beau truc parce que Saint-Etienne, c'était quelque chose à l'époque. Et surtout, quel sujet inédit as-tu envisagé de faire pour l'avenir? Merci Jean de poser la question, mais je ne vais pas trop le dire. Allez, je vais le faire un petit peu, mais chut, c'est top secret, ne le dites à personne. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un parmi vous a sauvegardé la vidéo de la Turquie, je vais faire une petite série sur cette génération turque en parlant, avant la vidéo de la Turquie en 2002, de la génération Galatasaray au début des années 2000, qui a notamment remporté la Coupe UEFA contre mes très chers Gunners. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de faire des visites de stade, ça c'est quelque chose qui me paraît très important, mais il y a aussi de gros sujets sur la chaîne dont j'ai pas du tout, que j'ai pas pu aborder, et que j'aurais déjà abordé si j'avais eu la première chaîne, mais bon, encore une fois c'est comme ça, on peut pas refaire le passé, mais j'ai très envie de faire une série sur le LOSC, j'ai envie de faire une série sur la Belgique, sur la génération dorée des années 2010, j'ai envie de parler un peu plus du Milan, un peu plus de la Juve, et de continuer à faire des épopées sur les petites nations entre guillemets ou outsiders. Et j'ai aussi envie de toucher aux nations qui étaient outsiders, mais quand même attendues, et qu'on pourrait peut-être voir sur le devant de la scène dans les années à venir, et je pense notamment au Japon. J'ai envie de parler du Japon, sans oublier d'évoquer des sujets comme la Bulgarie 94 et la Suède en 94, qui tous deux ont fait demi-finale de Coupe du Monde, hein, quand même. J'ai aussi envie de parler de la Roumanie des années 90, du Portugal des années 2000, et de plein d'autres sujets que je vais pas révéler là. J'ai même envie d'aller un petit peu en Amérique latine et de parler de Boca Juniors, de River Plate. Philou le Puppy qui me demande: as-tu peur d'arriver à court de sujets? Alors là, non. J'ai beaucoup de soucis en tête, beaucoup de contraintes, de temps surtout. Mais s'il y a un truc qui me fait pas peur, c'est le nombre de sujets. Alors non, là, je suis jamais à court. Si je suis mon rythme de publication actuel, j'en ai encore pour jusqu'à fin 2026, voire début 2027, au niveau des idées de sujets. Donc non, je suis pas à court, croyez-moi, il y a de quoi faire. Et tant que j'ai pas fini, tant que j'ai les sentiments que j'ai encore quelque chose à donner, je le ferai. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup moins faim qu'avant, notamment avec ce qui m'est arrivé en 2023. Ça m'a changé. Je sens que la passion s'est pas totalement évaporée, mais il est clair que je prends beaucoup moins de plaisir à faire des vidéos, oui. Alors je l'ai fait, parce que j'aime trop le foot pour ça, et j'ai le sentiment de ne pas avoir encore tout fait. Mais une fois que j'aurai tout fait, une fois que j'aurai tout donné, comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas la même erreur que sur l'ancienne chaîne. J'hésiterai pas à arrêter. Si je prends plus de plaisir, ça sert à rien de continuer à se faire du mal. Voilà. Il n'y a pas du tout de mal à vouloir dire stop. Question d'Alexis: quelle compétition t'a fait le plus vibrer? Coupe, championnat? Moi, il n'y en a qu'une. Deux, on va dire. Bon, la première, c'est évidemment la Coupe du Monde, hein, parce que c'est un trophée unique, spécial. Il y a un niveau de tension là-dedans, populaire, j'ai envie de dire, qui est inégalable par rapport aux autres compétitions. Et puis celle qui me fait vraiment le plus vibrer, c'est la Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a rien de mieux en niveau de football, en niveau d'intensité, en termes d'équipe, en termes de qualité. On est largement au-dessus de toutes les compétitions, bien au-dessus du niveau de la Coupe du Monde, même si c'est pas la compétition qui fait le plus d'audience dans le football mondial, on va dire. C'est plutôt une compétition pour les passionnés, mais tous les passionnés de football suivent la Ligue des Champions. C'est pas un truc que ma mère, ma grand-mère ou les autres membres de ma famille qui sont pas fans de foot vont suivre comme des dingues devant leur écran. Ce qui est paradoxal, mais c'est normal parce que c'est les clubs. Tandis que le pays, c'est autre chose. C'est la patrie qui parle. Une affection pour un club italien? Si oui, lequel? Une petite histoire en bonus? Moi, j'adore le Milan. J'ai grandi avec le Milan des années 2000, avec dans l'effectif, il y avait quasiment que des légendes. Je crois que tous les joueurs dans l'effectif méritent une vidéo à eux seuls, tellement ils ont marqué le football. Il y avait Costa Curta, Maldini, Nesta, Cafu, Pirlo, mon joueur préféré. La classe, le Mozart du football, le chef d'orchestre. Moi, j'adore les milieux de terrain, c'est le poste le plus important du football. Sans eux, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'intelligence de jeu. Et on le voyait avec Pirlo, mais également ses deux acolytes, Seedorf et Gattuso. Le Milan a régalé mes soirées sur TF1 à l'époque où la Ligue des Champions était diffusée en clair. Salut, je tiens à te dire que j'adore tes vidéos pour commencer. Merci mon ami. Je voulais savoir pour toi quelle aurait été ta vidéo préférée de ta chaîne, celle où tu as pris le plus de plaisir et ton moment de football qui t'a le plus marqué. Sinon, continue comme ça, t'es trop fort. Merci mon brave. Alors, la vidéo préférée de ma chaîne,
j'en ai pas une, hein, j'en ai plein. C'est celles qui m'ont aidé à grandir, et c'est celles où j'ai pris le plus de plaisir, que ce soit dans l'écriture, dans le montage ou dans les musiques. L'Inter de Mourinho, c'est mon épopée préférée. Ma vidéo préférée au tout départ, c'était le Barça de Guardiola, parce que cette équipe m'a vraiment marqué à vie. Et puis toute la série sur l'équipe de France, hein, c'est quelque chose, hein, je pense que vous l'avez remarqué, hein, j'ai adoré parler de ces sujets-là. J'ai moi-même appris beaucoup de choses. Ne croyez pas que je connais le foot sur le bout des doigts, ce n'est pas vrai. Je m'éduque moi-même en faisant des vidéos. Et sur l'équipe de France, j'ai appris beaucoup de choses en faisant cette série, et j'ai pris énormément de plaisir. C'était un pur bonheur. Et voilà, pour répondre à la question, qu'est-ce qui t'a plus marqué? Moi c'est ça, c'est France 98, c'est mon premier grand souvenir de football. Et le premier match que j'ai vu en intégralité, il était très long, c'était le 8e de finale 98, France-Paraguay à Lens. Un match d'une tension extrême, avec un dénouement heureux. Voilà, ce sont mes premiers souvenirs de foot. Nouvelle question, la vidéo la plus difficile à faire et celle qui t'a donné le plus d'émotions. Comme j'ai dit, France 98 est celle qui m'a donné le plus d'émotions. La plus difficile à faire, il y en a eu beaucoup des vidéos difficiles à faire, honnêtement je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu des sujets un peu plus délicats où il faut prendre un bon angle, notamment la Corée en 2002. Il faut faire attention à pas dire justement que la Corée c'était une équipe avec des joueurs un peu chargés, même si on le pensait fortement. Et encore une fois, j'ai aucune preuve, donc il faut surtout pas tomber là-dedans pour pas être subjectif. Vous savez, c'est très difficile d'être objectif dans une vidéo, parce qu'il faut refléter l'opinion générale. De temps en temps, je donne mon avis, et c'est normal, parce que j'ai envie d'ajouter, comme je vous l'ai dit, ma signature, c'est ma chaîne, hein, je fais ce que je veux. Mais d'un autre côté, il faut rester objectif, et croyez-le ou pas, c'est très difficile d'être objectif. C'est beaucoup plus facile d'être subjectif, hein. Subjectif c'est facile, il suffit de dire ce qu'on pense. Pas compliqué. Mais être objectif, refléter l'opinion générale et ne pas tomber dans un cliché malheureux, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Donc la vidéo la plus difficile à faire, je dirais que ça a été Nice Na parce que je voulais pas la faire au départ. Tous les autres sujets délicats qui pourraient être mal interprétés, et des fois ça m'est arrivé de prendre des mauvais angles. Et voilà, on apprend de ses erreurs comme d'habitude. Alors pause, il y a encore plein de questions auxquelles j'aimerais répondre, mais je me rends compte qu'on a déjà plus de 40 minutes de vidéo. Donc on va faire une deuxième partie que je vais publier d'ici les prochains jours. Et attention, ne manquez pas cette deuxième partie parce qu'en fin de vidéo, j'aurai une très grande annonce à vous faire, notamment pour les non-francophones qui suivent un max de foot. Voilà, c'est mon petit indice, sur ce, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour la suite de la FAQ. Max à vous!